Bonjour à tous et merci d'être venus là au joli mois de mai qui est un tout petit peu calme. Nous sommes Jean-Luc Bizer qui est directeur technique du groupe Orseo Ethics et moi-même Ute Meijenberg, donc de la CFDT cadre. On s'est déjà vu à d'autres webinaires. Et cette fois-ci, on va traiter de la norme E2, c'est-à-dire la norme qui indique la pollution, qui traite de la pollution. Et on la traite sous l'angle des négociations ou revendications qui concernent le volet santé au travail. Parce que, en fait, la pollution, c'était vraiment le premier volet où les syndicats se sont intéressés à l'environnement. Ce webinaire va donc est en trois parties. La première partie, pollution, première préoccupation environnementale des syndicats. Ensuite, on va parler un petit peu de la norme ESRS E1, expliquer ce qui est dedans. Et ensuite, la plus grande partie, la partie importante, ce sera donc sur quel lien avec le droit du travail et la sécurité au travail, santé et sécurité. Euh, donc, euh, euh, Vous avez en fait il y a très longtemps, euh, dans les années 60 environ, les premières lois environnementales sont sorties. Et à ce moment-là, les syndicats n'étaient pas forcément toujours favorables à cette protection de l'environnement parce qu'il y avait des effets non désirés qui étaient en fait la perte de job, la perte d'emploi. Et à cette époque-là est aussi apparue la notion de la transition juste. Et donc, les toutes premières revendications, c'était quelque chose qui est parti des États-Unis. Et c'est dans les syndicats de la chimie et énergie. Et les premières revendications, faisaient donc un prisme sur les risques professionnels et la santé au travail. Et donc, la pollution est vraiment un des premiers facteurs pour des problèmes de santé. Donc, c'était soit des cancers, des maladies pulmonaires, des troubles mentaux comportementaux, des maladies rénales, enfin tout ce qu'on peut attraper en fait en étant dans un environnement malsain. Et donc, pour cela, les ESRS définissent du coup les risques liés au travail, à la fois sur les risques physiques, c'est-à-dire l'exposition au rayonnement, aux températures, au bruit, etc., des risques ergonomiques, mais aussi des risques chimiques, donc plutôt la relation avec la pollution, donc exposition à des agents cancérogènes, mutagènes, à des substances réprotoxiques, à des solvants ou biologiques, par exemple l'exposition aux liquides corporels. Donc là, on a mis en exergue, c'est la définition qui est dans le glossaire des ESRS, et on a vraiment mis en exergue donc les risques qui sont liés à la pollution et à des risques plutôt physiques. Euh, Jean-Luc, je te donne la parole pour ces risques qui peuvent prendre des parties, des formes différentes par rapport au dérèglement climatique. Donc, Ouais, voilà. merci. Donc, on utilise, vous voyez le logo en haut à droite, hein, un travail du CESE qui a été fait récemment et les données elles sont disponibles à la fin de cette présentation. Donc, sur l'environnement et le travail, on a de plus en plus de travaux qui ont été faits, même si ça passe pas toujours encore dans la pratique de l'entreprise en elle-même. Mais on sait qu'aujourd'hui, en fait, quand on est dans une entreprise, quand on est représentant du personnel, quand on est à la CSSCT ou qu'on doit traiter un document unique d'évaluation des risques, ce qu'on va voir tout à l'heure, il y a au moins 4 sujets qu'il faut prendre en compte. Le premier, j'en donnerai un exemple après, c'est la hausse des températures. On connaît bien cette question, mais on a peut-être, il manque quelques réflexes là-dessus. Le deuxième, c'est l'environnement biologique. Mine de rien, bah, notre environnement change. On a cité les tigres, les moustiques tigres, et il y a aussi quelques maladies qui se développent. On a un thème très important et qui sera plus traité aujourd'hui, qui est la pollution de l'air. La pollution de l'air, sera très liée à ces normes environnementales auxquelles sont soumises les entreprises de plus en plus, et qui vont
nous amener à réfléchir de plus en plus à la façon de travailler, à la façon de prévenir pour la santé des salariés. Et le dernier élément, c'est les aléas climatiques plus fréquents. Même si les travaux pardon, dessus sont un peu moins précis, savoir est-ce qu'on aura plus de tempêtes, de sécheresse ou autre, c'est très difficile à savoir. On sait qu'il y a une hausse de température, c'est très clair. On sait qu'il y a des changements dans l'environnement, on sait qu'il y a une pollution atmosphérique, c'est mesuré. Les aléas sont un peu moins mesurés. Ceci, on a de plus en plus d'outils qui nous préviennent. Alerte orange, rouge, tempête, inondation. Et un des sujets que l'on va poser, c'est qu'est-ce que l'on fait dans une entreprise quand on est en alerte orange, par exemple, tempête, ou en alerte orange, oui, parce que c'est les tempêtes qui sont les plus porteuses de sujets. Donc, c'est des problèmes qui sont globaux, mais qui deviennent des sujets de prévention dans l'entreprise, qui ne sont pas uniquement liés à ce que l'on va voir avec Couteux. On va beaucoup parler de pollution de l'air, de pollution en général, mais ça s'insère dans un élément plus global. On va vous en faire des synthèses, mais le boulot du CESE là-dessus est vraiment très consistant, et on citera plusieurs fois l'ANI, l'accord interprofessionnel de 2023 sur l'environnement, qui a aussi fourni beaucoup de réflexions et de nouveautés. Alors un exemple sur les fortes chaleurs, euh, on a aujourd'hui beaucoup de travaux là-dessus, sur les systèmes de prévention. On sait que les secteurs exposés sont les secteurs les plus emblématiques, hein. Construction, c'est clair, agriculture, c'est clair. Le sanitaire, médical et social est aussi extrêmement concerné. Euh, donc ça, on le sait aussi aujourd'hui, on a la probabilité de malaise qui augmente, les difficultés de récupération, les risques psychosociaux qui sont exacerbés. Bah, quand il y a un irritant fort, ça fait ressortir le stress de façon générale. Et une augmentation reconnue des actions du travail, donc une augmentation même mesurée, qui a été mesurée sur les précédentes vagues de chaleur. Les réponses ne sont pas simples. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses qui sont souvent organisationnelles, qui peuvent être coûteuses pour les entreprises, et qui donc amènent un sujet de dialogue social qui est crispant, qui n'est pas simple. Dans certains cas, on peut un peu décaler les horaires sans que ce soit coûteux, mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est rarement peu coûteux. Je donne un exemple juste après aussi sur la circulation routière. Alors, on ne va pas trop se focaliser sur la circulation routière. Mais vous allez, enfin, nous sommes, parce que nous sommes tous confrontés à ça, on verra tout à l'heure, on réfléchira à des cas d'entreprise, hein. Les entreprises contribuent à la pollution routière, même les entreprises les moins polluantes, parce qu'elles ont une activité purement tertiaire, dans des bureaux, elles vont quand même souvent transporter leurs salariés, ou de temps en temps, pour une partie des salariés. Les salariés font du trajet domicile-travail. C'est a priori à réduire. Dans les grandes villes, nous sommes concernés par des alertes chaleur ozone, quelque chose de particulier, hein. L'ozone, ça se développe quand il y a la coexistence d'une forte chaleur et de pollution. L'ozone est dangereuse pour les êtres humains les plus fragiles. Donc ça veut dire que d'une part, l'entreprise devrait réfléchir à réduire sa pollution quand il y a une alerte sur les pics d'ozone. On va voir dans la deuxième partie que les entreprises vont devoir mesurer leurs émissions, donc mesurer plus précisément et surtout communiquer, donc mesurer leurs émissions de polluants. Deux questions, en fait, que dans une période de tension, de crise, que fait une entreprise pour réduire sa production de pollution? Et deuxième élément, sur lequel on a beaucoup de références juridiques, mais moins de pratiques, c'est comment est-ce que je protège mes salariés les plus fragiles pendant ces périodes de pic de pollution, type ozone par exemple. Juste avant de passer à la suivante, hein, de te redonner la main, je reprends cette fois un exemple que l'on a en France sur les alertes chaleur. Il existe au Canada, c'est cité un peu plus loin, euh, un indicateur qui n'est pas chaleur, mais chaleur et humidité. Pourquoi? Parce que l'on sait que la chaleur plus l'humidité crée des conditions beaucoup plus difficiles de travail et même de vie en général. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évacuer facilement la vapeur d'eau, hein. Non. Et donc, on aura
Ah, dans le sens. Et donc, Ouais. on aura comme réflexion, ça s'appelle UMEX au Canada, la capacité à utiliser ces éléments-là. C'était simplement pour vous montrer quelques réflexions un peu pratiques. Donc, on va continuer sur les éléments qui ont fondé ce que l'on va voir après. Et je reviendrai sur la partie construction santé. Donc, vas-y. Oui, merci. Pardon pour le cafouillage. Oui, en fait, c'est juste pour se resituer parce que, par exemple, la pollution routière, qui est plutôt une pollution globale, elle ne sera pas prise en compte par les ESRS. En revanche, elle est évidemment prise en compte par le Pacte vert dans l'Europe parce que vous voyez là la petite case entourée en rouge, c'est la case qui dit il y a une ambition zéro pollution et donc il y a des politiques européennes autour de ça avec entre autres un renforcement des législations déjà existantes. Et là, forcément, on est aussi dans des cas où pollution routière, par exemple, ben, c'est plus des indicateurs nationaux qu'il faut regarder ou voir encore plus globaux, parce que la pollution s'arrête pas évidemment à la frontière. Nous, on va quand même, dans ce pacte vert pour l'Europe, on va se limiter donc aux indicateurs qui sont donnés, qui sont obligatoires pour les entreprises. Donc, je vais expliquer ça dans la deuxième partie, mais on se retrouve quand même dans ce pacte vert sur cette ambition zéro pollution. Et il faut toujours regarder, donc il y a d'autres thématiques qui sont là-dedans, préserver les écosystèmes, etc. Les normes les normes de durabilité on traite de ces thématiques-là aussi, notamment dans les autres normes environnementales. Nous, cette fois-ci, donc, on est sur la pollution, mais il y a toujours cette histoire, l'idée de ne laisser personne de côté, donc de regarder aussi le côté social de cette transition. Et pour le slide suivant, donc, on voit un petit peu plus en détail, si j'arrive à le passer. Ah, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la préoccupation donc à la fois des syndicats, mais aussi donc la politique de la Commission européenne, c'est donc la hiérarchie zéro pollution, une pyramide inversée qui voudrait d'abord prévenir, donc prévenir la pollution à chaque étape, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On peut promouvoir des procédés de production qui sont favorables à ça. Il y a des entreprises qui ont déjà des reporting par rapport à cette promotion des procédés de production. Par exemple, Michelin, dans son rapport d'enregistrement universel, donc ils ont déjà, ils expliquent sur plusieurs pages comment ils font, par exemple, pour avoir des pratiques innovantes qui pourraient aider à moins polluer. Ensuite, minimiser et maîtriser. Ben, là aussi, on est donc sur les objectifs pour la santé et l'environnement, mais aussi donc par rapport à l'innovation. Et ensuite, finalement, ben, là, on ne peut plus faire autrement, c'est éliminer et remédier. Et là, par exemple, il y a des pollutions qui datent d'il y a très, très longtemps. Dans ce document qui est de la Commission européenne, Cap vers une bonne santé pour tous, il parle, y compris, par exemple, des polluants qui datent encore de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est vraiment sur une stratégie très, très globale. Et nous, maintenant, on va vous montrer où est-ce qu'on se situe, parce qu'on est toujours donc, dans les normes de reporting. On se situe donc sur la norme. Donc, parmi les normes, donc, vous vous rappelez, il y a deux normes générales qui donnent un peu la façon dont sont structurées donc, les données maintenant, parce que les grandes entreprises avaient déjà des reportings de durabilité, sauf qu'ils n'étaient pas comparables. Donc, l'idée générale, c'était quand même de faire quelque chose de comparable. Donc, il y a deux principes généraux qui donnent donc la structure de ces rapports. 5 sur l'environnement, et on a parlé au dernier webinaire donc du changement climatique qui est quand même l'emblématique, mais aussi donc il y a les trois autres qui sont tous liés en fait, et la pollution, donc la non-pollution, a évidemment aussi des effets sur la santé, donc sur les normes S, dont on va parler plus tard, et sur les communautés touchées. Par exemple, si vous faites une mine quelque part, ben, il y a des communautés qui sont touchées par les déchets qui sont provoqués par cette mine.
Donc, voilà, je te laisse la parole. Quels sont les outils? Alors, on a quelques premiers outils. Ici, on vous a remis les premiers outils qui étaient en lien avec mon intervention, hein. C'est-à-dire que finalement, quand on est représentant du personnel, sur le changement climatique, après, on sera plus centré sur la pollution brute, hein. Mais quand on est représentant du personnel, qu'est-ce que l'on a comme outil déjà en termes de prévention de la santé pour ce qui est changement climatique? Bah, en fait, ici, on en a quelques-uns. On a tous, on est relativement abreuvés quand même de prévisions météo, température, d'alerte orange, rouge. Dans les territoires ultramarins, il y a des alertes même violettes, hein, en cas de cyclone. Nous avons des indicateurs de qualité de l'air sur les pollens. Alors, le pollen étant un problème relativement naturel. L'ozone, j'en parlais tout à l'heure, c'est un problème nettement moins naturel. Il y a un indice humidex dont je vous en parlais tout à l'heure, je m'étais trompé sur le nom, hein, au Canada, qui mélange température et humidité. En fait, dans ces outils qui existent, sur la disposition de tout le monde, qui ne concernent pas encore la pollution que crée l'entreprise, eh bien, ces outils pourraient être en relation avec le DUERP. Je reviendrai dans 5 minutes sur la définition du DUERP. Beaucoup d'entre nous la connaissent, hein. C'est le document qui montre la gestion du risque santé au travail dans les entreprises, pour lesquelles les représentants du personnel sont des contributeurs importants, d'autant plus depuis l'année de 2023, l'accord interprofessionnel. La question je vous poserai, mais vous pourrez poser vos questions aussi sur le fil de conversation, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans le DUR? Est-ce que dans vos DUR, vous avez que fait-on en cas d'alerte orange tempête? Que fait-on en cas d'alerte élevée aux zones? Alors ça, c'est vraiment pour les zones urbaines. Bon, Paris, hein, grosso modo. Paris est très concerné par la question. Et l'indicateur Humidex n'étant pas encore tout à fait adapté à la France. Mais on a déjà des outils qui sont utilisables, mais peu utilisés dans les entreprises, dans les différents DI. Oui. Alors, on va retourner sur donc la norme E1, E2, la pollution. Donc, et donc, pour voir ce qui est dedans et qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait, parce que nous serons forcément consultés sur les normes de durabilité. Et donc, dans le cadre de cette consultation, quelles sont les données qu'on aura? Alors, on a donc 4 sous-thématiques, donc pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols et substances préoccupantes et extrêmement préoccupantes. Donc, tout ça, c'est lié aux normes que vous avez vues peut-être dans les slides avant, c'est-à-dire il y a une norme sur l'eau, mais qui concerne plutôt l'utilisation de l'eau. Il y a une norme de biodiversité et écosystème, et il y a une norme sur l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire. C'est plutôt la gestion des déchets. Donc, toutes ces normes environnementales sont liées. On a parlé, par exemple, déjà du lien avec le E1, donc le changement climatique par rapport aux grandes chaleurs, etc. Mais grande chaleur fait aussi que le niveau de pollution augmente. Et donc, euh, on sait très bien, et c'est aussi dans la norme, que les incidences de l'entreprise qui sont liées à la pollution peuvent entraîner des répercussions sur la population et avoir des incidences négatives très fortes. Donc, à la fois sur la population et les employés, mais aussi sur les communautés touchées. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, d'une communauté qui vit autour d'une mine. Voilà. Donc, il y a à chaque fois, il y a des exigences minimales qui sont issues en fait de la norme ESRS E2. Nous en avons parlé il y a 2 webinaires. On a parlé des normes minimales en fait qui sont vraiment obligatoires parce que toutes les autres normes sont sujets à une analyse de matérialité, c'est-à-dire que l'entreprise doit définir si les impacts, opportunités et risques sont importants ou pas pour elle. Par exemple, dans les secteurs bancaires ou dans les services,
on trouve relativement peu d'informations sur la pollution parce que ce n'est pas considéré comme important. Une banque peut peut-être produire du papier, mais elle ne produit pas vraiment des substances dangereuses qui pourraient donc polluer l'atmosphère. Donc, du coup, cette norme est très, très peu utilisée. Mais il y a d'autres secteurs qui, forcément, par exemple, une entreprise comme Veolia qui traite des déchets ou des eaux, ont des informations sur la pollution. Ceci étant, quand j'ai regardé, je vous en parlerai après, dans plusieurs rapports annuels, il y a relativement peu de données en fait qui sont déjà disponibles parce que c'est pas très sexy en fait de parler de ce qu'on pollue. Et donc là, on a peut-être quand même, on aura peut-être quand même un peu plus d'informations qui après peuvent aider justement les élus de mieux appréhender. Et par exemple, s'il y a quelque chose qui est dans le document d'enregistrement universel, donc dans le rapport de gestion, on peut le comparer avec le document, le DEP, qui du coup devrait être cohérent avec ce qui est donné par cette norme-là. Et je rappelle aussi, encore une fois, toutes ces normes-là sont disponibles sur Internet. Donc, pas besoin de verser des données, etc. Évidemment, c'est mieux si votre entreprise verse quelque chose dans la BDESE, mais si elle ne le fait pas, ils sont là, ils sont disponibles, sauf qu'il y en a peut-être beaucoup et donc il faut faire le tri. Donc, à la fois, donc on a 6 normes différentes, les politiques en matière de pollution, les actions et ressources qui sont mises pour prévenir donc cette pollution, les cibles, c'est-à-dire que là, on va dire, on va réduire de temps l'utilisation de tel ou tel produit. Après, il faut donner des informations sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Expliquer si on utilise des substances préoccupantes ou extrêmement préoccupantes. Alors ça, ce sont des substances qui sont définies plus spécifiquement dans les glossaires. Ils sont à la fin, en annexe de ce rapport. Et ensuite, des incidences financières, parce qu'évidemment, quand on pollue, normalement, il faut aussi payer pour réduire cette pollution. Et donc, la détermination des cibles fait à l'aide de techniques et de standards en place sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement s'occuper de l'entreprise elle-même, mais aussi de ses fournisseurs et puis des clients qui sont donc à la fois des fournisseurs en amont et des clients qui sont en aval. Ou tous ceux où, évidemment, les communautés affectées qui sont en aval, donc tout ce qui pourrait être affecté en fait par l'activité de l'entreprise. Ensuite, l'entreprise peut utiliser donc des données qui sont fournies par des fournisseurs de données plus reconnus. Et il faut aussi respecter les règlements taxonomie. Ça aussi, ça fait partie d'un webinaire qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le règlement taxonomie classifie donc les activités. Il classifie aussi les activités d'une part par rapport à la production de CO2 ou par rapport au changement climatique, à la transition climatique, mais aussi par rapport à la pollution. Et donc, on avait vu dans ce webinaire que, par exemple, Michelin, à nouveau, produisait des pneus qui avaient moins d'adhésion que des pneus normaux, donc des pneus de bonne qualité. Donc, d'un point de vue environnemental, transition climatique, c'était bien. Mais en fait, la production de ces pneus oblige quand même d'utiliser des solvants et donc d'un point de vue pollution, ça ne rentrait pas dans la définition parce que l'idée c'est de ne pas causer de préjudices importants par ailleurs et donc là, la production causait quand même un préjudice, c'est-à-dire que ça ne rentrait pas. Donc il y a quand même il y a pas mal d'obligations en fait pour pouvoir dire qu'on est bien sous toutes les coutures par rapport à l'alignement, par rapport à la taxonomie, donc par rapport aux activités qui seraient environnementalement acceptables. Voilà. Si je vais plus loin.
Voilà. Donc là, j'ai pris deux exemples. Donc, à la fois, il y a Veolia et Michelin. Donc, pour Veolia, on voit bon, qu'il y a évidemment des polluants qui sont assez toxiques, donc notamment le dioxyde de sulfate. C'est par rapport aux eaux usées. Et ensuite, il y a aussi des déchets qui sortent quand on incinère, en fait. Et donc, tout ça, c'est expliqué là. Et il y a des objectifs là qui sont donc, on veut moins de 96%, par exemple, ou on veut réduire par rapport aux déchets issus de l'incinération. Pour Michelin, on voit également, c'est un indicateur hein, composé là, qui se trouve dans leur rapport, dans leur rapport de gestion de 2002, où ils ont mixé plusieurs indicateurs à la fois de pollution, mais aussi d'émissions de CO2. Et ils ont très clairement une cible qui va en dessous. Et l'autre partie là avec les barres, c'est les émissions de particules que font les pneus quand ils roulent. Donc là, on est plus sur une pollution plus globale. C'est pas l'entreprise elle-même qui fait cette pollution, mais c'est le fait de rouler en voiture, tout simplement. Donc là, on a deux exemples, à savoir qu'il y aura de plus en plus d'exemples euh, qui vont exister maintenant parce que c'est une obligation. Et ça permettra ensuite donc de comparer ce qui est donné par l'entreprise au niveau des partenaires sociaux et ce qui est expliqué donc par ailleurs dans le rapport de gestion. Et donc je redonne la parole à Jean-Luc. Ouais, si, comme on va passer là à une question qui est plus spécifique au alors, droit du travail et plus d'ailleurs prévention au travail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le fil de conversation. Alors pour ceux qui n'avaient pas lu, on avait une question qui était au passage sur les expositions genrées, hein, selon homme ou femme, sur les normes de pollution et le changement climatique. Ce que l'on a, alors je mets de côté la grossesse, qui est un moment particulier de la vie, parce que là, il y a vraiment beaucoup de protections très spécifiques à amener. Mais sur la différence homme-femme, il y a peu d'éléments liés à la pollution. Par contre, il y a beaucoup de travaux existants et assez consistants sur la résistance à la chaleur, résistance à l'humidité et ce genre de choses. Donc, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure hein, et à la question qu'il y avait sur le fil de conversation, c'est plus là qu'il y aurait une différence genrée. Donc, on va revenir au deuxième partie de la présentation qui a pour but de réfléchir à ce que pourrait être dans la pratique la vie de demain dans les entreprises, et plutôt dans les grandes entreprises, puisque les normes dont parlait Ute sont des normes alors, d'abord pour les grandes ou très grandes entreprises. Alors, il y a quelque chose qui est passé assez vite dans la présentation, qui y était, hein, mais des fois, il faut se méfier d'une petite phrase. Les entreprises, Ute le montrait sur Veolia, sur Michelin, ont l'habitude de communiquer sur des objectifs et des satisfactions, du type mon pneu va permettre de diminuer la pollution. Ce qui est vrai, et tant mieux. Je ne fais pas de pub pour un constructeur français, mais ce qui est une vérité. Hein. Dans la norme, ça reste donc dans la E2, les entreprises vont devoir déclarer leurs métriques de pollution et leurs objectifs. Leurs métriques, alors c'est un terme un peu. C'est-à-dire ce qu'elles émettent. Ce qu'elles émettent dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Alors ça, c'est un objectif environnemental qui est un peu décoiffant, parce que finalement, on va se poser la question après hein, de qu'est-ce qu'émet une entreprise, quelles sont les entreprises émettrices, mais on n'est plus dans la déclaration de bonne intention, on est dans le réel. Qu'est-ce que j'ai l'an dernier balancé dans l'air et dans l'eau? Donc, c'est une norme, on a repris la logique ici européenne, qui est une déclaration très contraignante pour l'entreprise. Il faut, je pense, être juste là-dessus et équilibré. Les entreprises ne vont pas voir arriver ça avec le sourire, parce que c'est une obligation de communication, donc c'est assez transparent. C'est extrêmement lourd, on va se demander ce que c'est qu'un polluant, on va revenir là-dessus. Ben, il y a beaucoup de choses qui polluent dans la vie. Et pour les syndicats, c'est une nouvelle opportunité. Alors, on va le regarder sous trois angles. Premier angle, c'est comment nous, dans une entreprise, on est au CSE ou on est expert, hein, comme c'est le cas du cabinet Orsoethics, comment est-ce qu'on peut se saisir de ces éléments-là pour améliorer la prévention?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là? Le deuxième, c'est finalement, l'entreprise déclare ses polluants. On savait déjà qu'elle polluait. Et on peut contrôler ce qu'elle mettait dans son DUR par rapport à ça. Ici, dans ce que Ute nous montre à l'écran, j'ai repris les éléments de santé au travail, donc qui sont les 9 principes de prévention. Les 9 principes de prévention, ils existent depuis longtemps. Ils sont connus dans toutes les entreprises. Maîtriser, c'est une autre question. Une entreprise, par rapport aux salariés, et là, on n'est pas par rapport à l'environnement, on est par rapport à ses salariés, mais si je mets une molécule toxique dans l'environnement, je devrais l'an prochain, en fonction des seuils d'effectifs de chiffre d'affaires, indiquer le volume. Si je le balance dans l'environnement, ça veut bien dire que mes salariés ou certains salariés, ils sont exposés. Et arrivent les 9 principes de prévention. Le premier, on le connaît, on doit éviter les risques. Le principe est simple, il est un peu plus compliqué à mettre en place. On doit combattre les risques à la source, donc les diminuer. Tenir compte de l'état d'évolution des techniques, donc finalement utiliser des techniques plus adaptées ou en tout cas moins polluantes. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas. Ça, ce sont des principes qui existent déjà, que l'on connaît quand on fait de la prévention d'entreprise. Les membres des CSSCT, ex-CHSCT maîtrisent le sujet. Demain, on va devoir appliquer ça à toute la liste des polluants qu'on va regarder après, que peuvent émettre les entreprises. Et la liste, elle est relativement longue. Donc l'idée, c'est de se dire, on a un outil qui est existant, que l'on maîtrise, le droit du travail, la protection des travailleurs, et on a une nouvelle arrivée de données très importante, très volumineuse, qu'on va devoir traiter dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, en Ouais. fait, ces 9 principes, ils sont quand même aussi plus ou moins repris donc, dans cette communication de la Commission européenne qui dit aussi éviter, évaluer, etc., dans cette pyramide inversée que j'avais montrée. Donc, on est bien, finalement, ça s'imbrique bien, les données qu'on va avoir par rapport à la CSRD et puis ceux qui seront dans la DERP, parce que les principes sont les mêmes, en fait. Donc, ouais, ça marche, merci. Donc, c'est un vrai changement pour les CSE. Ça va impacter principalement le document unique d'évaluation des risques professionnels. Petite précision sur cet outil, on sait qu'il existe, on sait qu'il est pénible à manipuler, on sait qu'on est consulté chaque année quand on est représentant du personnel. Eh bien, en fait, imaginez demain, vous êtes dans une entreprise qui, en suivant la norme E2, va indiquer qu'elle utilise un polluant qui est le bisphénol. Je prends celui-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Le bisphénol A, okay. Donc perturbateur endocrinien. L'entreprise en utilise, et c'est beaucoup qui en utilisent, on verra un peu quel type d'entreprise juste après. Finalement, on peut se demander, est-ce que c'était dans le DUERP? Qu'est-ce que je faisais pour protéger mes salariés? Parce que finalement, un salarié au travail, il est théoriquement très protégé. On doit faire tout pour éviter les risques. Donc, on va pouvoir comparer la publication de la norme E2 avec ce qu'on avait dans le DUERP, ce qui peut provoquer des maux de tête importants. Alors, c'est pas parce que le bisphénol donne mal à la tête, c'est parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments compliqués. Éventuellement, on peut alerter en fonction des polluants déclarés. Depuis l'année de 2023, les partenaires sociaux ont repris un ancien droit qui existait, qui était le droit d'alerte environnemental, c'est-à-dire des droits d'alerte économique, droit d'alerte santé au travail, et aussi un droit d'alerte environnemental. Voilà, les deux peuvent s'appliquer. Et quand on discute des orientations stratégiques dans l'entreprise, quand on est consulté, finalement, il y aura une vraie question, c'est qu'est-ce que l'on utilise comme polluant? Quelles conséquences ça a sur nos cycles de production? Quel est le prix à payer pour diminuer cette pollution? Quel est le prix à payer si on ne le diminue pas? Parce qu'on va avoir un risque d'image, plus on aura pollué quand même, hein. Donc ça va introduire des sujets de façon assez pratique. Ça fait un bout de temps que la BDES s'appelle BDESE, à la base de données économiques et sociales. Le E, environnemental, on avait un peu du mal à le manipuler, parce que déjà, le B2S, c'était compliqué. Demain, dans les entreprises qui publieront selon la norme E2, on aura un équivalent tout à fait parfait de ces pollutions. Si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Voilà. Donc, je reviens à la notion de pollution.
Donc, vous voyez, vibration, chaleur, bruit, lumière, tout autre contaminant présent dans l'air. Il faut regarder cette définition pour se décomplexer par rapport à cette question de normes de pollution. Il n'y a pas de définition, c'est une définition qui n'est pas vraiment scientifique, ou alors qui est très, très scientifique. Finalement, tout ce qui nuit à notre santé ou à l'environnement, un autre sujet, mais qui est forcément très lié, c'est un polluant. Et si on s'arrêtait là, on pourrait dire, mais finalement, c'est très compliqué de savoir ce qui est polluant. Mais on va voir que, en fait, on sait quelles sont les pollutions qui sont émises par nos entreprises. On ne sait pas les mesurer. Demain, on pourra les mesurer, mais on sait ce qu'elles sont, ces pollutions, hein. Même si c'est très vaste, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien maîtrisé, qui est dans le droit français depuis longtemps. C'est qu'on va protéger les salariés. La différence qu'il y aura demain, c'est que finalement, on doit protéger les salariés, oui, mais on doit aussi déclarer ce que l'on pollue, et ça va un peu changer. Je peux passer à la suivante, Mhm. s'il te Oui, tout plaît. à fait, parce que effectivement, quand tu parlais aussi des incidences financières, ils sont dans la norme, donc quelque part, et les polluants sont aussi définis de façon un peu plus précise. Ce sont les slides qui sont à la fin, en fait. Donc, et ensuite, évidemment, cette norme s'appuie sur tout un tas de réglementations européennes qui existent déjà et de réglementations françaises qui existent déjà. Mais effectivement, par rapport à la santé au travail, c'est la DEER qui est le référentiel, là. Je Donc on te a reprends. repris, mais ça, on va le passer sur, c'est le rôle des représentants du personnel dans la santé au travail, rôle de préventeur, hein, proposer, Mm. analyser les risques. Donc ça, c'est très clair. Je peux passer à la suivante. C'est la question du jour. C'est la grande question du jour. Alors c'est un peu le jeu des 1000 francs à l'ancienne, hein. Est-ce qu'il y a une entreprise qui ne pollue pas? Parce que c'est entendable d'avoir une entreprise qui ne pollue pas. Alors comme vous ne pouvez pas parler dans vos micros, je vais répondre à votre place. Et si on va à la slide suivante, en fait, dans la mesure où les vaches polluent, qu'elles sont déjà réellement émettrices de certains gaz considérés comme polluants, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui ne pollue pas. On a eu le débat quand on a préparé ce webinaire avec Outeux, qui disait finalement, moi je viens d'un milieu bancaire, on fait attention à l'environnement, il n'y a pas de souci, hein, mais on a des entreprises très peu polluantes. Mm. C'est vrai, mais très peu polluantes, ça ne veut pas dire zéro polluante. On ne prendra pas l'exemple de la banque parce que c'est un exemple particulier d'aller chercher l'endroit où ça pollue, mais dans une entreprise de service, banque ou autre, de toute façon, il y a des salariés commerciaux qui vont se déplacer. Ils ont des moteurs thermiques, donc là, on a gagné, il y a de la pollution. Il y a des systèmes informatiques qui tournent, ils utilisent de l'énergie, mais ça c'est plutôt la norme 1, c'est pas pour aujourd'hui. Mais certains utilisent aussi des gaz particuliers pour réfrigérer, etc. Donc, même si c'est beaucoup moins, toutes les entreprises sont soumises à cette obligation et ont forcément, enfin, on n'a pas trouvé. Si vous avez une idée, hein, vous pouvez le faire passer dans le fil de conversation, hein, vous aurez, à défaut d'avoir un grand cadeau, vous aurez toute notre estime, mais les mails polluent. Bah, le mail, ça pollue Mais un peu, c'est oui, vraiment. Mais beaucoup de mails, ça pollue beaucoup à la fin, parce qu'on a bien utilisé de l'énergie. L'énergie, on l'a bien acquise quelque part. Et nos emails sont sauvegardés pendant 150 ans. Tout à fait. Le stockage des mails est certainement le plus. Sera certainement une vraie question environnementale, un de ces jours. Donc en fait, bon, tout le monde pollue. Donc on a voulu. Oui, tout à fait. alors, juste une chose, Ouais. c'est que tu es un peu vache avec les vaches parce que ce sont les humains qui polluent le plus aussi. Tout à fait, Donc, oui, oui, bon, c'est. hein, dans toute ta norme biodiversité, on Ouais, parle aussi des humains, de l'activité ouais. humaine qui détruit donc justement les écosystèmes, etc. Donc, effectivement, c'est pas seulement les entreprises, mais aussi l'activité humaine en tant que telle. Ouais, absolument. Mm. Et Mais donc qui la n'est vache, elle pas est pris par plus. la norme, évidemment. Ouais. La vache, elle est plus comme l'email. Elle pollue, mais on lui pardonnera parce qu'elle pollue beaucoup moins que le reste. Mm. Mais bon, ça reste une vraie question. Donc finalement, une entreprise, quelle que soit son activité, elle va avoir une chaîne de valeur assez compliquée parce que, mis à part les entreprises de pur service, hein, elle va faire de la recherche, c'est un peu consommateur, elle va faire des achats, elle va transporter, faire de la logistique, c'est très polluant.
elle va recycler ses produits. Et donc, finalement, sur tout un cycle de production, il va y avoir une question de pollution assez importante. Où tu prenais l'exemple de Michelin tout à l'heure. Alors, on va plaindre un peu nos camarades de Michelin. Imaginez Michelin qui font de la recherche, qui achètent des matières premières, qui les transforment, qui les transportent, qui les font, on les utilise, donc ça sort de leur cadre, et qui les recycle derrière. Michelin a je pense, un chantier gigantesque pour mesurer ces niveaux de pollution. Veolia, alors ça alors, il y a plus d'activités très diverses chez Veolia, mais si on prend des activités de recyclage, ça va être assez gigantesque. Donc les entreprises ont des champs très compliqués. Alors, on a pris deux exemples, sur lesquels tu peux revenir juste après. Le premier exemple, ce sont les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, alors, ce sont des substances polluantes puisqu'elles sont nocives sur l'homme, donc c'est très clair. On a donné quelques exemples. On va les trouver beaucoup dans les vapeurs, alors dans les distributions de carburant, beaucoup dans les phytosanitaires. On les trouvait beaucoup, ou on les trouve encore pas mal sur les tickets de caisse. Alors oui, ça va quand même assez loin. Alors maintenant, c'est bien, il y a de moins en moins de tickets de caisse. Ils sont plus sains, mais il y a encore quand même de l'impression thermique, ça existe encore. Dans la matière plastique, dans les produits qui ont des éléments biocides, donc dans le nettoyage. Alors, oui, le nettoyage est très, très consommateur. Donc les perturbateurs endocriniens, on sait qu'ils existent, on sait ce qu'ils sont, on connaît relativement bien leur influence négative sur la santé. Demain, dans les grandes entreprises, on va devoir déclarer, je prenais le bisphénol tout à l'heure, qui est un des perturbateurs endocriniens, on va devoir déclarer la quantité que l'on émet dans le sol, l'air, l'eau. Alors, bon, l'eau, ça sera moins lié aux travailleurs, mais dans l'air, ça sera très lié donc, à la santé des travailleurs. Euh, Petit exemple, je l'ai repris ici, vous l'avez aussi en lien à la fin, c'est l'INRS, Institut national de recherche sur la santé. L'INRS qui a déjà fait le travail à notre place, donc c'est plutôt sympa, sur tous les types de questions de conditions de travail. L'INRS va nous dire, bah, en fait, on a telle référence, on a telle donnée, et sur les perturbateurs endocriniens, quelles sont les activités concernées? Vous voyez à gauche l'agroalimentaire, le cosmétique, l'énergie, textile, l'habillement, ameublement, chimie. Alors, on n'a plus beaucoup d'activités textiles en France, de production, hein, je veux dire. Oui, mais ceci dit, le textile contient des perturbateurs endocriniens. Et, Le traitement des textiles en contient beaucoup. Pardon, vas-y. et d'ailleurs, si tu vends du textile, a priori, comme c'est dans la chaîne de valeur, il faudrait aussi le déclarer. Oui, tout à fait. Alors ça, Voilà. c'était le cas. Mm. Tu nous donnes des complexités supplémentaires. Quand je produis un textile, j'utilise beaucoup de perturbateurs endocriniens. Alors, c'est malheureusement, enfin, bon, bref, c'est fait le plus souvent à l'étranger, même si on a encore quelques entreprises de teinturerie en France, hein, de préparation textile. Mais effectivement, dans tous les magasins, enfin pardon, les magasins, ouais, les chaînes de distribution et autres, j'utilise du textile, je manipule du textile, je fais recycler du textile par la suite. Donc, moi, je suis intégré dans une chaîne et je vais devoir, et là, je pense que les grandes chaînes de distribution textile vont avoir aussi quelques sérieuses difficultés dans la construction de leurs indicateurs. Je vais devoir déclarer ce que j'ai émis dans l'air, le sol et la terre, etc., en termes de perturbateurs endocriniens. Bon, le cadre réglementaire, je vais le passer, on le connaît, l'article 41-21 du Code du travail, on doit protéger le salarié. Donc finalement, je reviens à la logique, parce que c'est toujours bien de répéter les choses. Il y a une norme qui nous fournit des données. Quand nous, dans nos entreprises, nous regarderons ces données, quand on demandera à un expert de regarder ces données, on va se dire, bah, tiens, finalement, dans mon entreprise qui est distribuée du textile, par exemple, donc grosso modo, c'est peu polluant. Ce qui est polluant, c'est le transport, ça c'est une évidence, quelques éléments dans les magasins, ok, mais finalement, le produit en lui-même étant un produit qui a un certain niveau de pollution, je vais devoir l'intégrer dans mon DUR. J'insiste beaucoup sur le DURP, parce que finalement, c'est un détail, mais c'est l'endroit où on va concentrer le travail que l'on peut faire. C'est pas la seule destination.
on te disait tout à l'heure, ben, finalement, les entreprises vont devoir aussi discuter argent, combien ça coûte de dépolluer, etc. Ou combien ça coûte de polluer. Donc ça, c'est les orientations stratégiques, la situation économique. Le DUR, c'est l'endroit où ça se cristallise et où on a une vérification relativement simple, si on aime bien les tableaux Excel. Deuxième exemple que l'on connaît bien aussi, malheureusement, les produits CMR. CMR, c'est cancérigène, mutagène, reprotoxique. Ceux qui travaillent dans des industries lourdes le savent. Alors normalement, en France, c'est quand même très respecté. Nous savons quels sont les produits qui émettent des substances CMR. Ça peut être le bitume, ça peut être la peinture, fortement. Il faut savoir que depuis longtemps, nous devons, enfin, nous salariés, avoir des fiches d'exposition quand on travaille dans ces domaines-là, et savoir que pendant autant de temps, on a été exposé à tel produit, qui est un produit CMR. Donc ça existe en France. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est cohérent avec ce que l'on connaissait. Mais la différence que l'on aura demain, c'est que l'entreprise qui fait de la peinture, euh, il y en a dans ma région, dans le Nord, l'entreprise qui fait de la peinture, elle va déclarer ce qu'elle émet dans l'air, et on pourra dire, bah, dans nos fiches d'exposition, ce produit-là n'était pas listé. Et pourtant, il est CMR. Et donc, on va le lister et vérifier. Et en fait, justement, les deux exemples que tu as pris sont bien dans la définition des substances préoccupantes. Donc, ils sont bien répertoriés dans la norme aussi, ce qui est normal. Voilà, j'essaie de Ok, continuer, ouais, vas-y, continue. ouais, si je peux, mais voilà. Voilà. Donc, même chose, hein, on a pris vraiment un exemple enfin, pour montrer ce que l'on en connaît. Hein. L'INRS, encore une fois, c'est ce tableau gris et blanc. Alors, ils ne font pas rêver, mais ils sont moins précis. Va lister tous les éléments que l'on connaît en termes de CMR et là où ils sont utilisés. Donc là, c'est colonne de gauche, vous avez les produits CMR. Colonne de droite, vous avez les activités qui sont concernées. Alors là, c'est plus industriel ou mécanique, hein, l'industrie, la charpente, le bâtiment, la fonderie. Pourquoi on met ça? C'est simplement, à titre d'exemple, hein, c'est que en fait, ce qui est dans la partie gauche de ce tableau, aujourd'hui, une entreprise était censée le maîtriser pour beaucoup de raisons, et une centrale, c'était ses salariés, qui devaient être le moins exposés possible à ces produits. Demain, l'entreprise, elle va devoir mesurer la volumétrie de son émission. Et là encore, ça changera, enfin, j'insiste sur ce point, ça changera quand même beaucoup d'éléments. On va se dire, bah, tiens, les composés de plomb, on pensait qu'il n'y en avait plus. Bah si, il y en a encore beaucoup dans notre activité, parce qu'on fait du traitement de surface. Ouais, dans le traitement de surface, on utilise certains éléments chimiques qui ont des composés de plomb. Voilà. Et donc, ça va être vraiment quelque chose qui va beaucoup changer. Alors, polluants internels, on en parle beaucoup. Hein. C'était récemment dans la presse. Vous voyez que ce diagramme est plutôt bien. Ça montre en fait qui est impacté du début à la fin. Nous, on est sur un travail là, qui est syndical, qui est destiné aux salariés au final. Bien sûr que le consommateur ou le citoyen sont intéressés par ces sujets. Hein. Et on voit que le petit pictogramme travailleur, en fait, tout au long de la chaîne de valeur des polluants éternels, donc ça peut être des surfaces, des revêtements hein, de poêle ou autres, travailleurs, ils sont exposés tout au long de la chaîne, que l'on fasse de la matière première, du montage, du recyclage. Euh, Là aussi, ça sera un élément d'information obligatoire. Et juste un dernier élément, un élément qui est un peu plus polémique, euh, c'est concernant le diagramme est volontairement illisible. Je vous préviens tout de suite. L'idée, c'est de dire que finalement, la pollution atmosphérique qui est liée au moteur thermique, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que vous avez eu un webinaire sur la norme E1. La norme E1, c'est sur le changement climatique. Et le CO2 est quelque chose de central. Et les pollutions thermiques, enfin, les moteurs thermiques, émettent du CO2, etc., ce que l'on sait. Et donc, il y a une forte focalisation dans la norme E1 sur l'usage de l'automobile, enfin, et des moteurs techniques
thermique en général. Il faut se souvenir qu'un moteur thermique, et c'est le sens de ce diagramme, produit aussi beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas du CO2, qui sont de la pollution bête et méchante, finalement, que l'on va devoir quantifier. Si j'ai une flotte de véhicules commerciaux de 500 voitures, et que mes salariés font chacun 15 000 km par an, 20 000 km par an, 20 000 fois 500 fois les émissions, c'est ce que je vais devoir déclarer. Donc, alors 20 000 fois 500, moi à 17h50, je ne peux plus le faire, mais ça fait beaucoup. Et des milligrammes de pollution sur un moteur thermique, sur une entreprise qui utilise beaucoup de véhicules. Je reviens à la banque la banque de détail. Les commerciaux se déplacent, les salariés se déplacent. Vous voyez que même une entreprise qui serait très peu polluante au départ est une entreprise qui va devoir faire des multiplications assez importantes de ce que l'on voit ici sur ce graphique. Euh, Et voilà. et voilà, donc nous avons tenu à peu près Oui, le donc timing. oui, ben, on a tenu l'horaire, mais je vais arrêter le partage parce que pour regarder s'il y a des questions, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose, hein. On a dû être très clair. Euh, donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, ben, on verra en fait donc à partir de l'année prochaine ce que ça donne, cette mise en perspective entre la DERP et puis donc la norme E1 et comment on peut s'en emparer. Je crois que là on en a parlé. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous dans, je pense, le prochain webinaire, ça doit être le 4 juin. Ce n'est pas encore annoncé et ce sera sur les normes eau et traitement des déchets, donc économie circulaire, ça s'appelle. Et on va parler sur la sobriété en entreprise. Donc, ce sera la prochaine session. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Et quelle est la date prévisionnelle de mise en place? Alors, en fait, les normes ESRS, elles se mettent en place progressivement. Tout d'abord, ce sont les entreprises l'année prochaine qui sont déjà soumises à la NFRD, donc à la DPEF, celles qui font déjà des déclarations, mais qui en ce moment ne sont pas vraiment harmonisées, donc qui vont le faire en premier. Et ensuite, les entreprises qui ont la taille requise et donc qui ont enfin deux des trois critères, c'est-à-dire 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires et 250 employés. Donc, toutes ces entreprises-là vont être donc progressivement et à la fin, en 2028, on aura les données, y compris pour les entreprises étrangères. Là, en fait, sur toutes ces questions-là, elles sont dans les premiers webinaires, soit le tout premier et le deuxième aussi, où je reprends également la mise en place progressive. La norme S1, il y a une date prévue avec Jean-Luc aussi. Ce sera plutôt vers la fin juin qu'on va parler de la norme S1 et peut-être aussi la S2, S3 qui sont pour l'instant que il n'y a pas de metrics, il n'y a pas de données chiffrées, mais il y a surtout des explications. Et nous avons identifié les données et le travail à faire en amont, mais quelles revendications porter? Nous sommes plus sur la prévention, me semble-t-il. Alors là, Jean-Luc, est-ce que tu as envie de répondre? Parce que revendication, c'est forcément la santé. Donc, voilà. Ouais. Alors après, Auteur répondra sur les premiers webinaires, hein. Sur la prévention, pardon, sur les données, effectivement, il y a le côté prévention, qui n'est pas un terme de revendication, qui est une action normale de l'entreprise. Les représentants du personnel vont avoir deux grands sujets de discussion qui ne sont pas forcément des sujets d'accord au sens syndical du terme, qui sont le coût de tout cela, le coût de la pollution, le coût de la dépollution. On va pouvoir discuter, vous connaissez dans les OS les consultations de situation économique, hein, les débats sur la santé économique d'une entreprise.
Euh, on pourrait avoir de vrais débats là-dessus. En termes de revendication, cette fois-ci, je pense qu'il y a quand même une revendication qui était plus liée à la toute première partie de la présentation sur le changement climatique. C'est-à-dire je pense que ce serait déjà une revendication d'intégrer le changement climatique dans la politique de prévention. C'est pas fait partout, c'est même fait plutôt à pas beaucoup d'endroits malheureusement. Euh, et donc, ce ne sont pas des revendications en tant que telles, sauf à considérer que la prévention est une revendication de Mm. protéger les salariés. Oui. C'est vraiment du travail, a priori, du travail de terrain, de Mm. quotidien, des CSE, CSSCT sur ce sujet-là. Oui, et puis de toute façon, le travail syndical, c'est pas que de la revendication, hein, c'est de la prévention, c'est de la protection des salariés, c'est tout ça. Donc, et euh, là, on aura vraiment beaucoup de données qui sont disponibles. Ben, encore faut-il trouver le temps et voilà. Nous, de toute façon, à terme, on sera aussi disponible pour faire des formations inter-entreprises où on peut aller beaucoup plus en détail sur vos propres préoccupations. Parce qu'en fait, chaque entreprise est différente. Il y aura, après ces normes globales, il y aura des normes sectorielles qui vont préciser justement pour certains secteurs des données supplémentaires qui permettent encore plus d'aller dans le sens de la soit prévention, soit autre chose en fait. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter plus tard et puis ben merci beaucoup. Donc, vous avez vu les webinaires, ils sont tous sur la première page de la CFDT Cadre. Elles sont toutes, vous pouvez toutes les regarder. Et puis donc, au prochain épisode. À très bientôt. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt.